Alors, je viens de voir, nous sommes le jeudi 23 octobre, je viens de voir le dernier film de Woody Allen, Magic in the Moonlight, je crois, qui concerne la question de la médiumnité. Donc, évidemment, je ne peux pas passer sans faire un commentaire sur ce film. Et aussi les problèmes que ça peut poser. Bon. En l'occurrence, ici, c'est une véritable escroquerie qui ne, qui ne prouve rien du tout. Je veux dire, c'est l'histoire d'une escroquerie, à savoir qu'un magicien piège un autre magicien, etc. Donc c'est vraiment des grosses, grosses ficelles. Et à ce sujet, je dirais que le film est assez mal conçu parce que on a à la fois le fameux un coup oui, deux coups non, qui est vraiment très grossier et qui correspond plutôt à une médiumnité, à des pratiques médiumniques du 19e siècle, le siècle de la naissance du spiritisme en fait. Et d'autre part, tout d'un coup, le médium se met à dire des choses en parlant sur la personne. Et donc, la cohabitation, ça se situe en 1920, l'action, la cohabitation de ces deux façons de travailler me paraît un peu insolite. Mais on peut se poser la question de savoir à partir de quel moment on a cessé de faire tourner les tables et de demander des réponses par oui ou par non, très 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 simpliste, et à quel moment on est passé soit par des messages plus articulés en utilisant d'alphabet, soit tout simplement, ce qui est la grande mode aujourd'hui, de tout simplement le médium parle comme n'importe qui, il dit des choses. Mais dans ce film, on voit les deux, c'est ça qui est assez étrange. Il y a une cohabitation entre, à un moment donné, la médium ou la fausse médium euh, dit des choses au personnage principal, qui est joué par Colin Firth, qui est censé être un magicien qui vient prouver qu'elle est un charlatan et qui n'y arrive pas, en tout cas qui n'y arrive pas, sauf à la fin. Et par conséquent, bon, de la même façon, d'ailleurs, un autre anachronisme, c'est aussi les musiques qu'on joue dans le spectacle qui est donné au départ. On entend Stravinsky, le Sacre du printemps et le Boléro de Ravel en 1920. Alors évidemment, Stravinsky avait le Sacre du printemps, ça date de 1913-14. Bon, on peut imaginer que ce qu'on jouait déjà le Sacre du printemps en 1920, et puis pour le Boléro de Ravel, je crois que c'est un peu plus tardif quand même. Enfin bref. Mais euh, alors quels sont bon donc voilà donc le film il vaut ce qu'il vaut et en fin de compte ce sont des ficelles assez grosses. Enfin cela dit, on ne peut pas ne pas réfléchir sur la possibilité, la viabilité, la faisabilité d'une véritable médiumnité, à savoir qu'on pourrait, dans certains cas, savoir à l'avance, prévoir à l'avance, dans le plus grand détail, parce que la prévision astrologique, elle n'est pas méchante, la prévision astrologique, elle ne prétend pas, sauf dans des excès, des excès et des abus, elle ne prétend pas à prévoir des choses d'une précision extraordinaire. Qu'il y ait des cyclicités, bon, bah, ça c'est admissible. La cyclicité, ça n'arrive pas à un seuil de précision extraordinaire, c'est une cyclicité générale. Donc l'astrologie, sauf sous des formes un petit peu exacerbées, n'est pas en cause dans cette histoire. Euh, en revanche, quand il y a une médiumnité qui s'adresse à une personne particulière, quand on va voir un médium, un voyant, un tarologue, peu importe, au sujet d'un cas précis, là, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que l'avenir est déjà écrit, bon, en admettant qu'on puisse y arriver, hein, est-ce que l'avenir est déjà écrit? Parce que, d'une certaine façon, si on peut prévoir dès maintenant ce qui va se passer dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, etc., ça signifie soit que la personne qui fait la médiumnité prévoit, mais comment pourrait-elle prévoir? Et de toute façon, qu'est-ce que ça change? Si elle prévoit, la question de savoir, c'est pas si elle prévoit ou pas, mais c'est comment elle s'y prend pour prévoir. Alors,
où est-ce qu'elle va chercher l'information, tout simplement. Où un médium qui fait des prévisions, des prédictions, va-t-il chercher l'information? Voilà la question que je pose. Alors, vous savez que sur ce point-là, il y a des tas de réponses. Ça va du subconscient à, à des guides, je ne sais pas quoi, qui eux sauraient ce qui va se passer, etc. Mais comment eux sauraient-ils? Alors on n'en sort pas. Donc qu'est-ce qui donne le droit à un voyant de vous dire des choses qui vont arriver? Où va-t-il chercher cette information? Et généralement, il n'est pas capable de vous répondre. Alors moi, il m'est venu une théorie récemment que je vous soumets, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est le complément de mes travaux sur les entretiens médiumniques avec la théorie des archives akashiques. C'est-à-dire que le médium ouvrirait des archives akashiques qui permettraient d'explorer le passé, de tel et tel personnage. La question est de savoir si éventuellement prévoir l'avenir n'implique pas aussi de passer par les archives akashiques concernant telle personne. Autrement dit, ça voudrait dire que les archives akashiques ne sont pas seulement le stockage d'informations sur ce qui a déjà eu lieu, mais aussi ce qui va avoir lieu. Mais ce qui va avoir lieu, qui pourrait déjà avoir eu lieu, en fait. La question est de savoir si effectivement tout n'a pas déjà été écrit dans les archives akashiques, tous les rôles n'ont pas été racontés dans les archives akashiques, et par conséquent, le médium, en accédant à les archives akashiques, demande le dossier de monsieur machin, comme je l'ai fait moi-même dans mes entretiens médiumniques avec l'aide notamment du médium Geneviève Bénard. On va chercher, on va voir l'archiviste, on lui demande de sortir le dossier de tel personnage, on sort le dossier, on le lit, on l'examine, on pose des questions, et voilà. Donc, d'après cette théorie, qui n'est pas sans poser certains problèmes, bien évidemment, nous aurions déjà tout ce qui s'est passé dans le monde aurait déjà eu lieu, en fait. Aurait déjà eu lieu. Et donc, on ne pourrait, en fait, que interroger des choses qui ont déjà eu lieu. Même si, bon. Maintenant, une autre question qui se pose, même en admettant que cette théorie akashique soit valable, qu'est-ce que nous faisons, nous, ici, sur cette terre, puisque les choses ont déjà eu lieu? Quel est l'intérêt que nous soyons là? Et est-ce que nous sommes vraiment là, d'ailleurs? Est-ce que nous ne sommes pas confrontés à des archives akashiques où tout serait là, et en fin de compte, est-ce que nous-mêmes, nous ne serions pas incarnés au sein d'une archive akashique? Voilà, c'est ça l'idée. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement interroger sur soi-même, sur ce qui nous est réservé dans tout ce qui est dans cette archive akashique qui nous concerne. Quel est notre dossier? Si on veut connaître par avance notre dossier, on peut éventuellement le demander. Voilà, à mon avis, une autre théorie qui voudrait qu'en fin de compte, nous ne ferions plus aujourd'hui que revivre des choses qui ont déjà eu lieu, qui ont déjà été archivées. Et pour moi, c'est la meilleure façon de justifier la prédiction.